De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Sédou Kanté, administrateur de l'Institut africain de géopolitique et de géostratégie de Dakar, Patrick Boyo, juriste et enseignant, Gracien Roukindi-Kiza, notre éditorialiste. Alors on continue de parler de ces manifestations au Togo. Sédou Kanté, vous vouliez rajouter quelque chose au propos de Patrick Boyo? Tout à fait. Pour donner juste un contre-exemple, en fait, le cas du Sénégal. En 2011, quand l'ex-président du Sénégal, Abdoulaye Wade, a voulu modifier la Constitution afin de créer une vice-présidence et d'être élu, le cas échéant, avec 25% des voix des électeurs. Et le peuple sénégalais s'est tenu debout. Et il y a eu des manifestations avant le jour du vote, le jour où le projet devrait passer à l'Assemblée nationale. La pression a été extrêmement forte, la pression de la rue, de la société civile, des ONG et des hommes politiques, que Wade s'est senti obligé de retirer le projet de modification de la Constitution pour pouvoir non seulement créer le poste de vice-président du Sénégal, mais aussi permettre au futur président d'être élu dès le premier tour avec seulement 25% des voix. Donc pour dire que quand la masse, quand le nombre se mobilise et que il y a une pression forte démographiquement parlant, c'est-à-dire en termes de nombre de personnes un peu partout, ça peut faire reculer un pouvoir sans que l'armée n'intervienne. Ça, c'est le cas. Mais le Sénégal aussi, c'est un exemple aussi. Le Sénégal, c'est le Sénégal. Oui, c'est le Sénégal. C'est un pays démocratique, c'est un pays qui est habitué à la démocratie. Le Togo, c'est un pays qui est habitué à la dictature, à la violence, pratiquement à un pouvoir militaire. Et donc, du coup... Je n'en disconviens pas, mais seulement actuellement, on est dans un monde hyper connecté où l'information file à grande vitesse. L'instantanéité, la vitesse et la rapidité de l'information font que même si Togo, ce qui était valable dans 10 ans, n'est plus acceptable au jour de nos jours. Donc la population a compris cela aussi, et à travers les réseaux sociaux, à travers les activités sur le net, ils peuvent aussi mobiliser au-delà même du Togo, la diaspora, mais aussi une pression internationale afin que le président cède facilement la pouvoir. Effectivement, la mobilisation est là, mais il y a quand même une forme de répression qui est mise en place par le pouvoir. Depuis le mois d'août, ce sont quand même plus de 16 personnes qui sont mortes dans le cadre de ces manifestations. Est-ce qu'on peut véritablement parler d'une répression, une forme une volonté du régime de taire cette contestation? Oui et non, oui, parce que dans chaque manifestation, il peut y avoir des débordements, mais quand il y a mort d'homme, c'est parce qu'à un moment donné, 16 personnes, 16 victimes de trop. Je pense donc là, il ne s'agit pas que de débordements. Là. Il ne s'agit pas que de débordements, il s'agit d'une répression progressive, afin de décourager la masse à continuer à mettre la pression sur le pouvoir. Je pense que c'est à déplorer. Et les militaires qui jouent le jeu de pouvoir à réprimander ou à brimer les manifestants, un jour ou l'autre, quand ils seront amenés à rendre compte de cette situation. Je pense que le militaire doit être républicain, maintenir l'ordre afin que les gens qui veulent manifester manifestent tranquillement et qu'ils puissent rentrer tranquillement chez eux. Alors, il nous reste très rapidement 2 points à évoquer. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, mais aussi le président guinéen Alpha Condé s'implique pour essayer de trouver des pistes de solutions pour sortir de cette crise. Le 16 décembre s'ouvre le sommet des chefs d'État graciens de la CEDEAO. La crise togolaise sera bien entendu évoquée. Qu'est-ce que les Togolais peuvent attendre de cette rencontre? Alors, les Togolais peuvent attendre de cette rencontre une certaine maturité de la sous-région, le CEDEAO. C'est une communauté vraiment qui s'affirme et qui veut prendre les choses en main, qui ne laisse pas les choses s'enliser comme ça se fait en Afrique centrale. Donc, les Togolais peuvent attendre vraiment une certaine médiation de la part de ces pays pour que le Togo il y a vraiment un arrêt de ces violences, un arrêt de ces manifestations, parce que ça empêche aussi l'économie au niveau de la sous-région de tourner. Je pense qu'ils peuvent contraindre aussi Fort Gnassingbé de céder sur certains points. Même si c'est lui-même qui préside l'institution. Mais oui, parce que c'est pas... Il y a les Ghanéens, il y a surtout les anglophones qui tiennent la main, qui tiennent vraiment la barre au niveau de la CEDEAO, même s'ils ne sont pas majoritaires. Il y a le poids du Nigeria, le poids du Ghana. Et de ce fait, ils peuvent aussi pousser, disons, l'opposition à céder sur certains points qu'il y ait, parce qu'il faut pas se leurrer. L'opposition devra céder sur certains points, le pouvoir aussi céder sur d'autres points. C'est l'objet des négociations. Les négociations, ce n'est pas une seule personne qui donne, c'est l'un et l'autre cède pour qu'ils trouvent quelque chose, disons, d'entente
avec certaines pressions. Patrick Boyo. Je pense que le consensus le plus sage serait dans une démarche volontariste, bien entendu, comme la CEDEAO l'a démontré dans la crise gambienne. Le consensus serait de faire comprendre une chose à Fornia Sigbe et à son camp, c'est que on peut lui laisser le temps de finir son mandat sans qu'il parte forcément, mais on va revenir à la Constitution de 1992. Et revenir à la Constitution de 1992, ce n'est pas impossible. Beaucoup de gens se méprennent en disant que la loi ne prévaut que pour l'avenir. La loi n'est statue que pour l'avenir. Ça, c'est un fait, c'est sûr. Et en tant que juriste, je sais que c'est un principe général de droit. Et encore faut-il que cette loi vienne... Et il y a aussi exception, je voulais dire, lorsque la loi est une loi qui offre des droits, elle peut rétroagir. C'est aussi une exception. Mais là, il s'agit d'une constitution qui a été adoptée par référendum. C'est une constitution qui n'a jamais été abrogée par suivant le principe de parallélisme de forme et de compétences. C'est-à-dire, une constitution adoptée par référendum, c'est-à-dire le pouvoir constituant originaire, ne pouvait être abrogée que, en tout cas certaines dispositions, que par le constituant dérivé, c'est-à-dire le Parlement réuni en congrès. Or, ce n'était pas le cas. C'était M. Yadema, un jour du 31 décembre, bien entendu, la veille des fêtes, qui décide comme ça d'annuler les dispositions de la Constitution limitant le mandat. Donc, on peut revenir à la Constitution de 92 en considérant que son abrogation a été faite de manière illégale, inconstitutionnelle, ce qui veut dire que cette abrogation ne vaut pas et que la Constitution est censée avoir existé. Donc, si on trouve ce consensus avec sagesse et avec volonté en disant à Fornia Sigbe que c'est ça ou rien, je pense qu'on pourrait sortir de cette crise par le haut. Ainsi, on économiserait l'argent pour organiser le référendum afin de le réinjecter dans l'économie et pallier les difficultés suite à la crise qui sévit depuis 4 mois et préparer les échéances électorales de 2020 avec sérénité. Alors on continue de débattre de l'actualité africaine. Tout de suite le grand angle. Le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé lancé à Djibouti s'est poursuivi ce mardi. Il s'agit d'une première. Des centaines de décideurs politiques, de représentants d'organisations financières internationales et d'acteurs du secteur privés sont présents. Il s'agit pour les autorités djiboutiennes de mettre en lumière le potentiel que revêt la sous-région en termes d'investissement. Wandiem Valentin Compaoré, notre envoyé spécial à Djibouti. Mesdames et messieurs, bienvenue à Djibouti où se tient actuellement la foire internationale de Djibouti qui se déroule du 3 au 7 décembre 2017. Et nous avons rencontré pour vous une exposante, Madame Choukri. Elle est la présidente du club des jeunes entrepreneurs de Djibouti. Avec elle, nous allons parler bien sûr de son club et des opportunités offertes par ce forum. Bonjour Madame. Bonjour. Parlez-nous de votre club. Le Club des jeunes entrepreneurs est une association qui regroupe une trentaine de jeunes entrepreneurs dans le domaine des services, des écoles. Donc, je suis propriétaire de l'école de l'Institut supérieur de comptabilité et administration des entreprises. Donc, le club réunit des membres dans les différents domaines de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la production, l'industrialisation, l'export, l'import, mais aussi tout ce qui est multimédia et technologie. Est-ce que cette foire représente pour vous une opportunité ? Oui, effectivement, c'est la première foire internationale qui a été organisée à Djibouti depuis l'existence de la Chambre de commerce et c'est une initiative qui a été prise par le président de la Chambre de commerce et l'équipe. Donc nous remercions, c'est vraiment une opportunité pour nous de rencontrer des investisseurs, de rencontrer des nouveaux partenaires, mais aussi de mieux faire connaître le club de jeunes entrepreneurs. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que rencontre un jeune entrepreneur djiboutien ? Les difficultés que rencontre un jeune entrepreneur djiboutien, c'est comme tout jeune entrepreneur africain ou européen. Donc, c'est-à-dire qu'il a des obstacles au niveau financier, qu'il a des obstacles pour les obtentions des marchés, qu'il a aussi des obstacles au niveau de l'extension de son entreprise. Mais ceci était très très difficile dans les années passées. Mais depuis 2 ans, des réformes ont été mises en place. Les institutions publiques ont été redynamisées par des jeunes. Donc, ce qui fait qu'avec le nouveau gouvernement, nous avons la chance d'avoir moins d'obstacles pour la création d'entreprises. Quelles sont les opportunités que vous offre par exemple la Chambre de commerce de Djibouti ?
les opportunités offertes par la Chambre de commerce de Djibouti est de connaître d'abord les différents secteurs porteurs, mais aussi de rencontrer les grands chefs d'entreprise. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre exposante ou un autre exposant du jour. Coindiam Valentin Compaoré, notre envoyé spécial à Djibouti, Gratien, l'Afrique de l'Est, on sait, la région la plus dynamique, la plus performante, avec un PIB de plus de 5%, tiré par les bonnes performances, notamment de l'Éthiopie, de la Tanzanie, le Kenya, mais aussi Djibouti. Attirer les investisseurs, c'est un impératif aujourd'hui pour garder le cap. Oui, c'est un impératif pour garder le cap, mais en même temps, il faut que ces pays commencent à... C'est une zone dynamique, mais il faut que ces pays commencent à produire pour leur propre consommation, qu'ils ne soient pas des hubs, passage de marchandises qui viennent de la Chine ou d'autres pays. Il y a beaucoup d'atouts au niveau de ces pays. En même temps, il faut échanger beaucoup plus d'informations. On organise des foires, c'est très bien, mais il faut... Moi, j'aimerais qu'il y ait une chambre de commerce commune au niveau de ces pays. Djibouti ne fait pas partie des pays de l'East Africa. Je pense que bientôt, Djibouti pourra intégrer, comme l'Éthiopie, pour faire un vaste marché au niveau de la sous-région. Et cela aussi, il faudra que les pays ne produisent pas la même chose, qu'il y ait une certaine répartition de la production, des tâches, des services, pour qu'il y ait plus de complémentarité, pas de concurrence dans un marché ouvert. C'est d'où compter. Djibouti, je pense qu'il faut le contextualiser d'abord. C'est un tout petit pays dans le corps de l'Afrique qui fait à peine 2 fois l'île de France en termes de superficie pour 900 000 habitants. Mais c'est un pays qui, est, juste de par sa position géographique, a des intérêts géopolitiques et géostratégiques énormes. Il y a le golfe d'Aden, la piraterie maritime. Il y a le Yémen qui est à côté, l'extrémisme violent. La Somalie, sur la mer Rouge. Sur la mer Rouge. Tout ça fait qu'en fait, au-delà même de l'Est africain, les puissances occidentales ont connu l'intérêt de ces pays. Il y a les bases militaires américaines, françaises, japonaises et récemment chinoises. C'est un pays aussi qui a de la valeur, mais dont l'économie est basée pour 80% sur l'activité portuaire du port de Djibouti et la capitale elle-même qui a plus de 58% de la population du pays. Je pense que cette foire, cette rencontre va permettre aussi d'attirer les investisseurs, mais aussi pour montrer une autre facette de ces petits pays, qui c'est pas seulement, comme l'a dit Gratien, en termes d'échange, le sous-sol est riche en or, il y a du gaz naturel, aussi voir comment, en fonction de sa position géographique, ils peuvent intégrer tout l'Est africain pour dynamiser l'économie, mais aussi sécuriser cette économie. Parce que c'est un pays de paix, mais dans une zone de combat, de guerre, la Djibouti. Donc il faut tout un tas pour pouvoir exploiter les recherches et aussi la position géographique de cette zone. Patrick Boyo, il s'agit donc pour Djibouti, avec ce forum, de montrer qu'il y a d'autres domaines d'activité économique autres que l'activité portuaire. Bien entendu, parce qu'il vise beaucoup plus les infrastructures. Et ces infrastructures, on peut dire qu'ils n'ont pas vraiment les moyens à proprement parler d'ériger des infrastructures multidimensionnelles, si je peux le dire ainsi, mais ils présentent surtout les services qui peuvent accompagner les infrastructures. Voilà notamment ce que la présidente de Jeunes Entrepreneurs disait, donc les services qui accompagnent ces activités d'infrastructure. Donc Djibouti, d'après ce que je comprends, veut se faire comme la logisticienne, entre guillemets, de cet espace est-africain. À travers Djibouti, avoir une grande porte d'entrée pour faire circuler. Mais cette porte d'entrée ne peut pas se limiter simplement à circuler. Là, je suis d'accord avec vous, les marchandises qui viennent en sous-traitance, en plus, il faut le dire, de l'Asie, pour être encore traitées ou travaillées au niveau des pays de l'Afrique de l'Est, repartir en Asie pour être redistribuées à travers le monde. Et ça, c'est un schéma qui est tout à fait improductif ou contre-productif pour l'Afrique. Il faudrait maintenant passer dans un schéma où on peut avoir des sous-traitances, bien entendu, parce qu'on n'est pas en mesure de supporter toute la masse de travail que l'Asie supporte aujourd'hui, mais faire en sorte qu'à partir de cette sous-traitance qui est au niveau de l'Afrique de l'Est, que l'on soit en mesure de redistribuer à l'ensemble du monde, mais aussi redistribuer en commençant par les pays de la communauté d'Afrique de l'Est. Donc, si on peut réfléchir dans ce cadre-là,
multidimensionnelle et puis dans le cadre d'une superstructure vraiment de coopération, et un pays comme Djibouti seul ne pourra pas faire face aux géants, aux mastodontes asiatiques. Il faudrait se réunir dans une perspective commune, d'économie commune, mais pourquoi pas aboutir, l'idée a été sortie en 2013, à une monnaie commune de l'Afrique de l'Est. Ainsi, on pourrait tendre vers une économie intégrée de la région et aussi montrer la volonté de travailler ensemble. Ils l'ont déjà montré, notamment pour les cas somaliens. Ils ont participé, les pays de l'Afrique de l'Est, notamment, à sécuriser un petit peu la Somalie telle qu'elle est aujourd'hui. Ils peuvent contribuer dans ce même élan à aller plus loin sur le plan économique. Et on a vu ces dernières années un rapprochement très remarqué entre l'Éthiopie et Djibouti, Gratien. Oui, il y a un rapprochement plus d'intérêts et aussi de géostratégie, parce que l'Éthiopie maintenant n'exporte que par le port en passant par Djibouti, il n'y a plus accès en passant par l'Érythrée, parce que l'Érythrée est devenue indépendante. Et c'est précisément au moment après l'indépendance de l'Érythrée que les Djibouti et l'Éthiopie se sont rapprochés. Se sont rapprochés, et aussi que l'économie djiboutienne a prospéré, notamment au niveau du port. Et aussi, mais il ne faut pas que le port, par exemple, du Djibouti, le Djibouti ne soit pas en concurrence avec des ports. Il y a des grands ports de Mombasa, de Dar es Salaam, et qui ont des activités qui veulent faire fonctionner. Mais moi, ce que je regrette, contrairement à ce qu'il a dit, c'est que on ne doit pas considérer la sous-traitance vraiment comme une fin en soi, ou même la seule possibilité que nous avons. La sous-traitance, c'est on reste dans la dépendance. On dépend de celui qui donne, du donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, il sous-traite, après il exporte. Lui-même, il exporte. Je pense qu'on pourrait passer à une autre étape, c'est de produire nous-mêmes. Il y a certains pays qui commencent à produire. On commence à produire le savon, on commence à produire les vêtements, autre chose. On évolue vers de beaucoup de choses pour qu'on arrive en Afrique à produire pour notre consommation, à importer peu de choses et à exporter beaucoup de choses parce qu'on sera concurrentiel par rapport au coût de la main-d'œuvre. Excusez-moi, peut-être que vous ne m'avez pas très bien suivi. J'ai parlé de la sous-traitance, non pas comme une fin en soi. J'ai dit que les pays de l'Afrique de l'Est sont maintenant dans cette logique de sous-traitance. Il y a d'autres qui ne sont pas dans la sous-traitance. L'idéal, et cette sous-traitance, je l'ai même critiquée en disant qu'à la fin, on renvoie encore les produits aux pays asiatiques, aux géants asiatiques, pour qu'eux, ils redistribuent à travers le monde. Or, l'idée que moi j'ai proposée, c'est que comme les pays ne sont pas assez forts économiquement pour traiter seuls face à ces géants, c'est d'abord se réunir tout en continuant la sous-traitance, parce qu'on ne peut pas y renoncer. On vit de ça pour le moment. Tout en continuant la sous-traitance, mais se mettre ensemble afin de constituer un pôle économique assez fort, comme ils ont déjà eu à travailler ensemble, notamment sur les questions de sécurité liées à la crise somalienne, à la situation en Somalie. Ils peuvent avoir le même élan pour constituer, dépasser le cadre de la sous-traitance et commencer maintenant à redistribuer. La sous-traitance au niveau de la sous-région, c'est plutôt l'Éthiopie. Les autres pays vraiment essaient de produire. Non, il y a le Kenya aussi qui est dans cette logique, l'Ouganda, voilà. L'Ouganda plus un hub mais il y a beaucoup plus de transformation. Je pense que pour revenir sur le cas de Djibouti, non seulement ce qu'il faut faire d'abord, c'est d'assurer les défis sécuritaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une zone qui est en forte tension. Donc la Somalie, l'Érythrée, le Yémen, c'est une zone instable. Et le Djibouti apparaît comme un pays le plus stable de cette zone-là, de la Corne de l'Afrique. Donc il y a le défi sécuritaire à assurer. Donc la périphérie maritime, l'extrémisme violent avec le mouvement terroriste, mais aussi au-delà même des activités de poids, il faut associer la diaspora djiboutienne, qui est une très grande diaspora, qui se trouve un peu partout dans le monde et qui sont intervenant dans le domaine pointu de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, qui sont ingénieurs, parce qu'on peut aussi créer une sorte de technopôle en Djibouti, associer cette diaspora-là aussi tous les autres pays de l'Afrique de l'Est aussi, qu'il y ait une ligne entre la diaspora aussi et la population locale pour pouvoir développer des activités économiques du nouveau millénaire. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la troisième partie de l'Africa News. À tout de suite.